Bonjour, je m'appelle Juliette Leroy. Je suis hypnothérapeute et coach professionnel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ma spécialité, ce sont les pulsions alimentaires, l'addiction au sucre, l'addiction à la nourriture en général. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que justement, c'est quelque chose que je vois au quotidien et qui n'est pas très connu et qui n'est pas très discuté dans la sphère publique, on peut dire. Donc aujourd'hui, ce sont les 6 grands blocages pourquoi on n'arrive pas à perdre du poids. Si c'était simplement manger moins et puis faire plus de sport, ce serait trop simple, tout le monde y arriverait. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous révéler ce que moi j'ai vu dans ma pratique, dans mon cabinet, les 6 plus grandes raisons. Évidemment, il y en a d'autres, mais les plus grandes raisons pourquoi les personnes n'y arrivent pas. Alors la première, cela peut paraître presque contradictoire, mais c'est le manque d'amour propre. C'est quelque chose que d'une manière ou l'autre, quand une personne grandit, elle ne s'est pas sentie assez aimée. Et ce n'est pas pour faire culpabiliser les parents, mais qu'il n'y a pas eu assez d'échanges quand ces personnes ne sont pas senties assez vues, assez entendues, assez honorées, comprises. Et du coup, il y a la conclusion qui est tirée par cette personne. Si mes parents, mes grands-parents, les proches qui m'élèvent réagissent de cette manière-là, ça doit être de ma faute. Ça doit être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Donc ils vont tirer la conclusion sur eux-mêmes pour dire « je ne suis pas aimable ». Et pour pallier à cette douleur, à ce manque de tendresse et d'affection, ils vont trouver des méthodes, ils vont trouver des mécanismes. Un des mécanismes évidemment le plus courant, c'est le perfectionnisme. Parce que quand on essaye d'être parfait, on essaye de gagner cette approbation, cet amour, cette validation. Donc on essaye d'avoir des très bonnes notes à l'école, on essaye d'être le plus joli, on essaye d'être parfait dans le sport, etc. On essaye d'être parfait à l'œil, devant les yeux des personnes qui sont responsables pour ces enfants, pour trouver cette approbation et cet amour d'une manière ou l'autre. Et souvent, il y a aussi cette question de remplir le vide, parce que cette sensation de manquer d'amour laisse un vide, souvent un trou dans le ventre, qu'ils essayent de remplir avec la nourriture. Mais ce n'est pas la seule façon. Il y a parfois aussi le trop plein d'émotions. L'émotion de la tristesse, la colère, la rage, qu'ils essayent de ne pas les ressentir en mangeant. Donc c'est là qu'on parle de manger émotionnellement. Et quand on est dans cette idée de manger émotionnellement, c'est très compliqué de faire un régime parce qu'on a un besoin viscéral de manger pour se sentir mieux, pour ne pas ressentir ce manque qui peut dater il y a beaucoup d'années. C'est pas juste quelque chose qui est arrivé hier. Parfois, j'ai des clients qui ont 60, 70, presque 80 ans qui viennent me voir et qui ressentent ce manque d'amour. Mais ce qui est surprenant, c'est dans le cadre de la perte de poids qu'on se dit que cela puisse avoir un effet aussi puissant sur le corps. Le deuxième point, je l'appelle finir l'assiette. C'est quelque chose qui ici dans la région est très répandu. J'habite en Normandie et j'exerce mon cabinet en Normandie et c'est une région où il y avait la guerre, où les grands-parents ont fait la guerre mondiale. Donc effectivement, cette génération a vécu le manque, a vécu la famine, a vécu les moments où il manquait de nourriture. Donc ce qui s'ensuivait derrière était les enfants qui en avaient à manger, on les forçait, on les obligeait à finir l'assiette. Et je peux vous dire quasi en 100% des cas, des gens qui viennent me voir ici localement parlant, il y a ce facteur de finir l'assiette. Ils n'avaient pas le droit de sortir de table ou n'avaient pas le droit au dessert tant que l'assiette, le plat principal, n'était pas terminé. Mais cela entraîne malheureusement cette question d'ignorer ce qu'on ressent comme satiété, puisque ce n'est plus la satiété du corps qui compte, mais ce qui compte, c'est la taille de l'assiette. Et tant qu'elle n'est pas terminée, on n'a pas fini de manger. Et ces personnes ont souvent tendance à manger beaucoup trop en termes de volume, même s'ils ressentent que c'est trop. Ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est un programme qui a été installé dans leur cerveau dès leur jeune âge, donc qui a été ancré pendant très longtemps. Et à un moment donné, ils adoptent. Et donc même en tant qu'adultes, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Ça, c'est un classique, le finir l'assiette. Le troisième, ce que j'appelle autosabotage. L'autosabotage, c'est que quand on essaye de commencer un régime, de commencer à faire du sport, on est motivé pour un petit moment, et à un moment donné, ça craque, parce qu'on se dit, mais on va tout envoyer bouler, j'en ai plus envie.
parce qu'il y a cette question de manque de liberté, de frustration. On s'impose des disciplines et des limites qu'on n'a pas envie. C'est comme si on était serré et puis on n'a pas le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Cette frustration, elle rentre parce qu'on est en train de s'imposer des choses qu'on n'avait pas le droit de faire avant. Donc par exemple, quelqu'un qui disait quand j'étais enfant, je n'avais pas le droit de manger plus que 2 carrés de chocolat, donc ça va déborder dans l'autre sens. Quand ils sont adultes, ils vont se dire maintenant je peux faire ce que je veux et je vais manger tout ce que je veux. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres, mais c'est cette question de liberté qui joue dedans. C'est que maintenant que je suis adulte, je fais ce que je veux et personne ne dira non. Ça peut être très intéressant aussi. Un autre point, le 4e point, très important pour les femmes plus que pour les hommes, mais ça peut arriver aussi, c'est la question de l'attention sexuelle. Parce que cela peut être simplement une transgression des limites du corps très subtile, quand quelqu'un a regardé d'une manière un peu désagréable ou que c'était des remarques faites par les collègues, faites par les élèves de la même classe, etc. Rien que cela peut donner un sentiment d'insécurité. Et de l'autre côté, évidemment, il y a les abus émotionnels, les abus physiques, les abus sexuels. À ce moment, il y a vraiment une peur qui s'est installée. Donc le cerveau, il trouve qu'un seul moyen pour remédier. Le premier, c'est la carapace. C'est de protéger, en fait, ce qu'on appelle de éloigner ces personnes de son corps, littéralement de son corps. Et de l'autre côté, c'est de les amocher. C'est ce que j'entends régulièrement, c'est de les rendre moins attirants pour leurs prédateurs parce qu'ils se sentent vulnérables comme une proie. Le 5e point, c'est l'interaction familiale et amicale. L'interaction qui peut jouer fortement sur comment vous allez percevoir cette perte de poids. Donc, quand vous perdez du poids, et il y a les amis, le collègue et surtout le conjoint qui sont jaloux, et si le conjoint il a peur de vous perdre, il se voit dans un conflit parce que vous avez perdu du poids, vous devenez plus désirable sexuellement parlant, ça ne va pas forcément lui ou plaire à elle, et du coup vous auriez tendance à rétrécir dans votre position initiale, de ne pas perdre du poids. Puisque si ça crée que des conflits dans le couple, si ça crée que de la jalousie dans les amitiés, c'est comme si vous perdiez votre tribu, votre proximité, et c'est très très important pour l'être humain. Donc quand vous risquez de perdre cette chose, vous n'aurez pas envie de perdre ce poids. C'est un vrai blocage, même si cela peut paraître futile, c'est que quand on s'imagine seulement, ça n'a pas besoin d'être réel, on s'imagine qu'on pourrait perdre ses amis, qu'on pourrait perdre son conjoint, parce que cette personne ne change pas, cela peut freiner la perte de poids sérieusement. Et le 6e point, qui peut paraître très surprenant, c'est l'argent. C'est le manque d'argent, l'abondance. C'est-à-dire, ça rentre un peu dans le même cadre comme la famine. Parce que quand vous n'avez pas assez d'argent, vous n'aurez pas assez d'argent pour acheter de la nourriture, donc vous risquez de crever de faim. Et cela veut dire pour le cerveau primaire qui est un peu resté sur le stade des chasseurs et des cueilleurs, que vous n'aurez pas assez à manger. Donc manque d'argent égale pas assez à manger, donc votre corps il va tout faire, inconsciemment évidemment, il va tout faire pour retenir ce poids. Puisque qu'est-ce que c'est le surpoids? Le surpoids c'est de la graisse, c'est un stockage d'énergie. Puisque le cerveau est resté dans cette idée, peut-être aujourd'hui j'ai à manger, mais après-demain j'en aurai plus, parce qu'à l'époque des chasseurs et des cueilleurs, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de tiroir, il n'y avait pas de supermarché, il n'existait pas. Donc un jour on mange pas. Donc quand le cerveau n'est pas sûr que vous aurez assez à manger à cause de cette peur de manquer d'argent, il va baisser le métabolisme, il va retenir ce poids, il va refuser de relâcher ce poids. Donc vous n'arrivez pas à perdre du poids, même avec vos meilleurs efforts, ça peut être même le cas que vous vous affamez, que vous ne mangez presque plus, vous faites du sport comme un fou et ça ne marche quand même pas parce que le corps il est en mode survie, donc le métabolisme est baissé au minimum du minimum pour retenir cette énergie qui est vitale pour sa survie. Voilà, ce sont les plus grandes raisons, les 6 plus grandes raisons. Évidemment il y en a d'autres plus petites de moindre envergure, mais c'est ce que je vois au quotidien. Et il y a des remèdes qu'on peut travailler avec différentes techniques pour justement les éradiquer, ces blocages. Est-ce que vous vous reconnaissez dans des blocages? Si oui, laissez-moi un petit commentaire dans le bas. Je serai ravie de les lire. Je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écouté.
À bientôt. Au revoir.